Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre première séance de webinaire. Je vois que nous avons beaucoup de personnes qui sont connectées et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à notre première séance webinaire du projet d'appui scientifique au processus de plan national d'adaptation au changement climatique. Si vous avez un quelconque problème technique, vous pouvez juste envoyer un message sur le chat. Nous allons recevoir ça et vous répondre immédiatement. Aussi, pendant les présentations, vous pouvez écrire vos questions directement à partir du chat que nous allons recevoir. Et à la fin de la présentation, la personne va vous répondre directement. Le chat est ouvert, donc nous allons commencer avec les présentations. Je suis Amadou Oumar Touré. Je suis le coordonnateur du PAS-PNA au niveau du Sénégal. Je vais modérer la séance et en même temps aussi faciliter cette première série de webinaires. Pour le programme, nous avons 5 présentations à faire. D'abord, nous allons faire une petite présentation de 5 minutes du PAS-PNA dans sa généralité. Ensuite, je vais passer la parole à mon collègue, M. Ola du Bénin, qui va faire une introduction sur le processus PNA. Et ensuite, nous allons donner la parole à Dr Khadissane Diouf qui va nous parler du processus PNA, pêche et aquaculture du Sénégal. Après cette présentation, nous aurons l'honneur d'accueillir Mme Madeleine Diouf-Sarr qui va faire la présentation sur le PNA, pêche et aquaculture proprement dit. Et après, nous allons accueillir notre collègue du Bénin, M. Kouka Vedraogo, qui va nous faire la présentation du PNA du Bénin. Et à la suite de cela, nous allons passer aux échanges et discussions sur les présentations et terminer avec les prochaines étapes. Et après, nous vous indiquerons exactement ce qui va suivre par rapport à ce webinaire-là. Je vais passer à la première présentation. Le projet d'appui scientifique au processus de plan national d'adaptation au changement climatique. C'est un projet qui a pour objectif principal de renforcer les capacités pour la conception du processus PNA à base scientifique et axé sur l'efficacité dans les PMA d'Afrique francophone. Le projet, comme vous voyez sur la carte, intervient dans 3 pays cibles. Nous avons le Sénégal, le Burkina et le Bénin, qui est le pays hôte du projet sur le plan régional. Nous avons une équipe là-bas et la chargée de projet, Mme Nele Bunner, est basée au Bénin à Cotonou. C'est un projet qui intervient au niveau de ces pays cibles-là, mais qui travaille en étroite collaboration avec les points focaux de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui sont au niveau des ministères de tutelle, et essentiellement les ministères de l'environnement de ces 3 pays. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les autorités nationales désignées, les centres de recherche scientifique, les organisations de la société civile et le secteur privé qui est présent dans ces 3 pays cibles. Mais à travers ce projet, nous avons un réseau d'échange qui fait intervenir les 15 PMA francophones d'Afrique, comme vous le voyez ici sur la carte. Le projet a une durée de 3 ans. Il a officiellement démarré en mars 2016 et devrait se terminer en août 2019. Le projet a 4 composantes.
nous avons la première composante qu'il s'agit du renforcement du cadre de gouvernance du processus PNA. La composante 2, c'est sur le renforcement de la capacité scientifique. La composante 3, sur la facilitation de l'accès au financement de mesures d'adaptation prioritaires. Et la quatrième composante du projet, c'est le réseau d'échange des praticiens sur le PNA. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur la composante 4 qui fait aujourd'hui l'objet de notre première séance de webinaire. Donc, pour cette composante 4, il s'agit de réseau d'échange des praticiens sur le processus PNA. Et l'objectif de cette composante, c'est essentiellement des expériences et solutions efficaces en lien avec le processus PNA sont intégrés au sein d'une plateforme francophone dans les pays en développement d'Afrique subsaharienne. Cette composante, nous prévoyons de mettre en œuvre, et nous sommes en train de le faire, 4 activités principales, à savoir la création et l'animation de la version française du site adaptationcommunity.net. Nous organiserons aussi des ateliers régionaux et des dialogues politiques. Nous avons aussi comme activité la contribution pour 2 événements parallèles, les side events, et l'organisation de webinaires comme ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, à travers cette composante, nous allons favoriser le dialogue entre les différents pays pour leur permettre de pouvoir échanger sur les meilleures expériences et solutions efficaces en lien avec le processus PNA. Donc, à travers ces webinaires, nous allons beaucoup plus travailler sur des thématiques qui sont définies au niveau national. À travers des ateliers de planification opérationnelle, le PAS PNA a identifié 10 thématiques qui seront traitées pendant les 10 mois qui vont venir et qui concerneront des webinaires. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience d'élaboration de PNA avec les cas du PNA pêche du Sénégal et du PNA du Burkina Faso. Il y aura d'autres thématiques qui seront développées tout le long de nos séries de webinaires, à savoir l'intégration des changements climatiques dans la budgétisation. Nous allons parler de l'accès au financement, le suivi et évaluation de l'adaptation. Nous allons aussi parler de l'interface science et politique avec des leçons apprises et des bonnes pratiques dans le processus de réalisation des études de vulnérabilité et aussi des évaluations de vulnérabilité au changement climatique qui seront traitées pendant les 10 webinaires. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais vous présenter comme introduction par rapport au PAS PNA. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à mon collègue, Monsieur Oladiou Odjoubeli, qui est conseiller technique du PAS PNA, basé à Cotonou, au Bénin. Monsieur Ola, vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur Ola, vous pouvez ouvrir votre micro et partager votre présentation. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien, Monsieur Ola. D'accord. Vous pouvez partager votre écran et votre présentation, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de voir la main sur mon écran. Vous ne m'avez pas donné la main pour partager mon écran, hein? Allô? Hola. Oui? Partagez votre écran, s'il vous plaît, et commencez votre présentation. Et dans les paramètres que j'ai, je ne vois pas la main pour vous envoyer directement ma présentation. Pour partager mon écran. Oui. Amadou, allô? Oui, je vous entends très bien, Monsieur Ola.
J'ai déjà ouvert ma présentation, mais vous ne me permettez pas de connecter directement. Allez-y, permettez de parler. Voilà. Merci. OK. Merci de partager votre présentation. Oui, c'est fait. Bonjour, chers tous. Bonjour. Ici, c'est Ola Odiewo Odugbele du Bénin. Je vais faire une petite présentation sur le processus PNA en général. Il faut dire que ce processus a débuté en 2010, d'après la décision numéro 1 de la COP16 qui a eu lieu à Cancun. Et son opérationnalisation a commencé à la COP17 de Durban en Afrique du Sud. Et puis en 2012, le groupe des experts des PMA a proposé les directives techniques qui devront être utilisées et servir d'orientation pour élaborer et conduire les PNA. Et ces directives ont été adoptées à la COP18 à Doha au Qatar. Il faut noter jusqu'à ce jour que 11 pays au total ont déjà élaboré et soumis leur PNA au niveau de la Convention. Parmi ces pays, il y en a 5 en Afrique. Parmi ces 5 de l'Afrique, nous avons le Burkina Faso, le Cameroun, qui ont été les premiers en 2015. Ils ont été suivis du Soudan en 2016, du Kenya en 2017 et puis le Togo, qui aussi a soumis son PNA en 2018 déjà. Il faut noter qu'il y a d'autres pays qui ont fait l'option de mettre en œuvre des actions et qui sont dans leur feuille de route de PNA sans avoir déjà complètement fini l'élaboration de leurs documents. C'est le cas du Bénin qui, parallèlement à l'élaboration de son PNA, est en train déjà de faire des activités. Par exemple, les études de vulnérabilité qui sont conduites dans le cadre du projet PASS PNA. Le processus vise 2 objectifs. Il s'agit premièrement de réduire la vulnérabilité aux incidents des changements climatiques en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience. Et deuxièmement, d'intégrer l'adaptation de manière cohérente dans les politiques, les programmes et les travaux pertinents qui sont en cours ou bien qui sont nouveaux, en particulier les processus et les stratégies de planification du développement dans tous les secteurs concernés et à différents niveaux selon qu'il convient. Nous avons essayé de faire cette petite comparaison entre le processus PNA et les PANA. Et cela montre que pour les PANA, c'était basé sur les besoins immédiats, les besoins immédiats des pays, et tandis que le processus PNA plutôt vise le moyen et le long terme. Et puis, le PANA était orienté vers les projets. Quant au processus PNA, ce sont les politiques, la planification stratégique. Et d'autant que le PANA, c'était un processus unique, il n'y a plus de corrections à mener avant la fin, puisque c'est le court terme. Le processus PNA plutôt vise l'itérativité, et puis dans le cours, on pourrait modifier, changer, améliorer, compléter des choses qui n'avaient pas été prises en compte au début. Par rapport au PANA, il y avait des canevas établis déjà pendant l'élaboration, pendant les propositions, qu'il faut suivre forcément pour élaborer le PANA. Le PNA, au contraire, plutôt est plus flexible et permet à chaque pays d'élaborer son PNA, de modifier à sa façon, selon ses besoins, et non seulement comme proposé au niveau du PANA. Et le PANA est basé sur les impacts existants déjà, ce qui est déjà vécu, tandis que le PNA est baptisé aussi bien sûr ce qui est déjà vécu et les impacts anticipés surtout, ce qui pourrait arriver. Donc, il y a l'utilisation des modèles climatiques. Il faut dire comme avantage déjà au niveau des PANA, c'est la prise en compte des critiques liées déjà au PANA.
Et les compétences sont au niveau national avec le PNA. Pendant qu'au niveau du PANA, c'était pas vraiment au niveau national déjà, c'est à l'externe. Et avec le PNA, il faut dire que c'est un peu plus compliqué puisque ça demande plus d'efforts pour mobiliser les ressources pour conduire tout le processus. Et pour le PANA, les intrants sont au niveau de la communauté. Il faut mobiliser beaucoup d'informations, mais plus au niveau de la communauté. Et c'est pas important de rechercher de nouvelles sources d'informations. Tandis que pour le PNA, il faut diversifier les sources, inclure les intrants au niveau de la communauté, les modèles climatiques et puis les scénarios. En 2012, comme je le disais tout à l'heure, le groupe des experts des PMA avait proposé des directives techniques de choix de faire ce qui lui convient, ce qui répond à ses besoins et non parce que nous avons les directives de sous-forcement, non. Alors, ces directives sont composées de 4 axes ou éléments dans lesquels il y a 17 étapes. Bon, le tout premier axe, c'est l'axe A qui porte sur le travail préparatoire et la prise en compte des lacunes. Et le second axe, c'est les éléments de la phase préparatoire et l'axe C, la stratégie de mise en œuvre et l'axe D qui porte sur la notification. Parlant des directives, quand nous prenons l'élément ou bien la phase A, nous pouvons retrouver par exemple dedans le lancement du processus et sa gestion. Ça fait partie donc des éléments des activités ou bien actions de la phase A. Et là, il y a l'identification des lacunes, des besoins, on peut faire l'inventaire de l'état actuel de l'adaptation ou encore des activités liées au changement climatique, du financement, le réseau de gestion de tout ce qui est lié au changement climatique dans le pays. Quand nous prenons l'élément B, l'élément B ou encore la phase B, les éléments de la phase préparatoire, nous avons par exemple les analyses de vulnérabilité, les scénarios climatiques, pour voir les facteurs, l'évaluation plutôt des facteurs de vulnérabilité au climat, identifier les options d'adaptation. Il y a des activités comme celle-là qui peuvent être menées au niveau de l'élément B, intégration plutôt des informations liées aux analyses des options d'adaptation dans la programmation, dans l'adaptation aussi. Analyser aussi les risques climatiques, évaluer la vulnérabilité. Et puis, ça fait un cycle à ce niveau. Ça permet de passer à la phase ou à l'élément C qui concerne les stratégies de mise en œuvre. Et par rapport à la mise en œuvre, et nous avons aussi, bien sûr, la mise en œuvre, comme le dit déjà le titre, par exemple, hiérarchisation des activités d'adaptation au changement climatique fait partie des activités qu'on peut retrouver au niveau de la phase C. On a la bonne stratégie nationale pour la mise en œuvre sur le long terme. Renforcer les capacités de planification de mise en œuvre des mesures d'adaptation et faire la promotion de la coordination de synergie au niveau régional et avec d'autres accords environnementaux. Par rapport à l'élément D, c'est bien sûr la notification et le suivi évaluation, mais c'est comme déjà le titre le montre, c'est le suivi évaluation du processus pour voir un peu ce qui a pu être fait comme prévu, évaluer, et puis s'il y a des solutions, c'est là qu'agit vraiment l'itérativité pour intégrer encore de nouvelles mesures, de nouvelles observations, de nouvelles analyses dans le processus qui était déjà en cours. Donc, c'est en bref ce que nous avions prévu par rapport à ce processus de façon générale, hein, c'est pas tout, bien sûr. Merci beaucoup. Amadou, tu as la parole. Amadou, tu as la parole. Merci, Ola. Maintenant, je vais... OK, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Maintenant, nous allons quand même continuer nos présentations. Nous allons passer la parole à Madame Fatou Thiaw, qui représente ici l'USAID Confich à travers sa directrice, Dr. Khady Sané Diouf.
Elle va nous faire la présentation sur le processus d'élaboration du PNA avec l'intégration du niveau local. Madame Thiam, vous avez la parole. Merci, M. Poulet. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Fatou du projet USAID Confucius et je suis la chargée du volet changement climatique et du volet genre. Donc, je m'en vais vous faire un peu. Ok, merci. Donc, je m'en vais partager avec vous les processus de l'intégration du changement climatique dans la planification locale et nationale, avec on peut aborder les expériences du projet USAID. Donc, le plan se présente comme suit. D'abord, nous allons un peu parler des objectifs du projet et en second lieu, les stratégies d'adaptation qui ont été appuyées par le projet, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc, USAID Confucius, comme son nom l'indique, c'est un projet qui a été financé par l'USAID et qui est à sa 7e année. Donc, c'est un projet pêche qui vise à accompagner le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, à renforcer la promotion de la bonne gouvernance à travers l'utilisation d'outils et d'approches intégrées de gestion efficace, mais également intégrant la dimension changement climatique. Donc, l'approche du projet, c'est une approche participative et inclusive qui vise à un changement de comportement des utilisateurs, que sont les professionnels de la pêche, mais également les usagers locaux, à travers un renforcement de leurs capacités techniques, mais également institutionnelles, la mise en disposition d'outils de gestion et d'approches intégrées visant à améliorer la bonne gouvernance, mais également à augmenter la résilience des communautés côtières. Mais également, le projet a beaucoup œuvré dans l'amélioration des moyens de production, mais également des revenus des différents acteurs. Mais aussi, le projet a œuvré dans l'amélioration des moyens de production des acteurs à la base, à travers l'amélioration de leur niveau de vie socio-économique. Ils sont des facteurs qui, d'habitude, sont très impactés par les effets du changement climatique. Donc, comme nous le voyons dans cette diapositive, donc le secteur de la pêche est un secteur très vulnérable. Cette image, nous l'avons prise à Saint-Louis, où nous voyons un peu l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur les activités de pêche, mais également sur les habitations, donc qui rend un peu beaucoup plus vulnérables les différentes communautés de pêcheurs. Et donc, de passage, je voudrais dire que le projet intervient sur tout le littoral sénégalais, donc de Saint-Louis en passant par la basse Casamance, mais également au niveau du Sine-Saloum et au niveau de Mbour sur la petite côte. Donc, tenant compte de cette complexité du phénomène du changement climatique, le projet a d'abord œuvré dans la mise en place de plans locaux d'adaptation. Donc, dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans locaux d'adaptation. Donc, ces plans locaux d'adaptation, l'objectif qui a été visé dans le cadre de ces processus, c'est de mieux prendre en compte les spécificités au niveau local, mais également d'évaluer la vulnérabilité de communautés côtières au niveau local pour mieux leur permettre de mieux comprendre ce phénomène, mais également de mieux s'adapter face à ces effets. Donc, dans ce cadre-là, le projet a pu appuyer l'élaboration de 6 plans locaux d'adaptation dans certaines zones maritimes telles que la zone de la Casamance avec les CLPA de Ziguinchor, Kafountine, la zone de Saint-Louis, la zone de Rufisque-Bagny et la zone de Signe Nord qui couvre un peu la Petite Côte et la zone de Joal-Fadiouth. Et pour chacune de ces plans locaux d'adaptation, une approche participative a été utilisée. Donc, à travers des concertations à la base, le renforcement des capacités des acteurs. Donc, tous les outils ont été élaborés de manière participative avec les acteurs, donc à travers certains de nos partenaires techniques, tels que le Centre de suivi écologique, mais également l'Institut de l'environnement qui nous ont accompagnés dans l'élaboration des 3 premiers plans locaux d'adaptation.
Donc, comme vous le voyez sur ces images, donc avec les acteurs, des cartographies participatives ont été faites pour identifier aussi bien les zones de pêche, les zones qui sont vulnérables, les zones de reproduction des espèces, les zones d'habitation, et également leur permettre d'évaluer un peu les risques et les vulnérabilités qui sont liées à ces impacts du changement climatique. Et à travers ces différents, à travers l'évaluation des risques et l'identification de la vulnérabilité au niveau local, donc on a pu aboutir à l'élaboration de ces plans locaux d'adaptation. Et actuellement, nous sommes dans la phase de suivi et de mise en œuvre avec un financement qui a été apporté à ces communautés. Donc, une fois un peu le maillage fait au niveau local, donc le projet en 2015 a pu, avec la direction de l'environnement et des établissements placés, le COMNAC et le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, lancer le processus d'élaboration du plan national d'adaptation pour le secteur de la pêche, donc qui est un premier au Sénégal, donc qui a été appuyé techniquement et financièrement par le projet USAID Confish. Comme vous le voyez également sur la diapositive, donc l'élaboration de ce plan national d'adaptation du secteur de la pêche s'est basée principalement sur les directives techniques d'élaboration du PAN. Donc, au niveau du secteur de la pêche, nous avons essayé de contextualiser ces directives au secteur. Comme nous le savons bien, ce secteur présente sa complexité, ses avantages et ses inconvénients. Donc, nous avons, avec l'appui de toutes les différentes parties prenantes du secteur de la pêche, appuyé cette élaboration. Donc, qui a été scindée en 3 phases. Donc, il y avait une phase préparatoire où nous avons pu identifier les lacunes, identifier également l'existant, mener des concertations au niveau régional, continental, maritime. Et à travers cette étape également, nous avons pu recruter des consultants pour démarrer les concertations au niveau national. Donc, une phase de mise en œuvre également a été opérée avec l'appui à la mise en place d'une stratégie de mise en œuvre du PAN, donc une stratégie de 5 ans avec des fiches de projets et de programmes qui ont été mises à la disposition du ministère de la Pêche et de sa direction. Et pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre du PNA Pêche, également, une plateforme nationale pêche changement climatique a été mise sur pied, toujours avec l'appui du COMNAC, du ministère de l'Environnement et du ministère de la Pêche. Et ce cadre de concertation regroupe toutes les parties prenantes, aussi bien la société civile, les directions techniques de l'État, mais également les différentes parties prenantes du secteur de la pêche. Et actuellement, nous sommes dans la phase de mise en œuvre avec tout ce que cela incombe comme renforcement de capacité des membres de cette plateforme, mais également au niveau local. Nous sommes en train de mettre en place des plateformes locales pour un peu prendre en compte les différentes initiatives qui ont été menées dans ce cadre-là par le projet au niveau local et harmoniser entre le niveau national et le niveau local. Donc, ce schéma illustre un peu le processus d'intégration du changement climatique entre les 2 niveaux, le niveau national et le niveau local. Donc, pour chaque étape, nous avons mené des évaluations de vulnérabilité pour identifier un peu les lacunes existantes et évaluer les vulnérabilités liées au risque climatique et élaborer le document. Et aussi, au niveau, à chaque échelle, nous avons essayé de mettre en place des structures de mise en œuvre. Par exemple, pour le niveau local, nous avons mis en place des comités de suivi et de pilotage des plans locaux d'adaptation. Ces comités de suivi et pilotage donc, sont affiliés au COMREC, qui sont les comités régionaux changement climatique au niveau régional. Et au niveau national, nous avons la plateforme nationale pêche changement climatique également, qui est affiliée au COMREC, et ce qui nous permet de mettre à différentes échelles les différentes institutions existantes, mais également les différentes parties prenantes, en fait de mieux intégrer l'adaptation du changement climatique, aussi bien dans la planification locale que dans la planification nationale pour le secteur de la pêche. Donc, en termes de leçons apprises, nous pouvons dire que pour le compte du projet USAID Confish, nous avons quelques leçons apprises, telles que l'approche, donc une approche participative, inclusive, mais pluridisciplinaire. Donc, nous avons pu intégrer l'ensemble des parties prenantes du secteur, aussi bien la recherche scientifique que
les différents services techniques et directions techniques de l'État, mais également une approche multisectorielle, donc comme je le disais tantôt, donc qui a pu mettre en relation les différents services et ministères de l'État, tels que le ministère du Budget, de la Planification, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime. En termes d'appui également, le projet, en dehors de l'appui financier, a pu également accompagner tout le processus, mais également les différentes institutions et les différentes parties prenantes en termes d'appui technique, de renforcement de capacités, mais également en termes d'approche et d'outils de gestion efficaces aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc, pour l'appui aussi, le projet a mis au niveau de chaque région maritime un dispositif de facilitation, donc qui est composé de facilitateurs, mais également de relais communautaires, donc qui sont issus de la communauté locale. Et ce dispositif nous permet d'être plus proche de la population, donc de vivre avec eux tous les effets du changement climatique, mais également de les accompagner dans l'identification des besoins d'adaptation et dans la mise en œuvre de ces besoins également. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en termes de leçons apprises, donc, il y a l'amplification des connaissances et savoirs endogènes, donc il faudra prendre en compte dans tout le processus d'intégration du changement climatique. Donc, une meilleure approche également des dispositifs par les acteurs, parce qu'actuellement, nous avons accompagné le ministère de la Pêche à mettre en place une plateforme locale à Mbour, mais auparavant, le projet a eu à mettre en place 3 comités de suivi et de pilotage au niveau de la zone de Saint-Louis, de Ziguinchor et de Kafountine. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qui mettent en œuvre leurs mesures d'adaptation. Donc, ça, c'est un élément de succès qu'il faudra essayer un peu de capitaliser pour permettre aux autres pays, mais également dans le cadre de l'élaboration des autres PNA, de pouvoir arriver à ce dispositif-là qui implique les acteurs aussi bien au début du processus jusqu'à la phase de mise en œuvre, la phase de suivi et la phase de planification. Et sur ce, donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Thiaw. Je pense qu'elle a été dans le temps pour pouvoir quand même nous faire cette présentation qui est assez intéressante dans la mesure où, en fait, l'approche qui a été développée pour pouvoir élaborer le PNA pêche est une approche participative et inclusive. Et ce qu'on peut retenir essentiellement que nous sommes partis des plans locaux d'adaptation pour arriver vers un plan national sur la pêche et sur la pêche et l'aquaculture. Maintenant, nous allons passer la parole à Madame Madeleine Diouf-Sarr, qui est la chef de division changement climatique au niveau de la direction de l'environnement et des établissements classés au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Madame Sarr, vous avez la parole. Ok, je peux parler? Oui, c'est bon, on vous entend très bien, Madame Sarr. Vous pouvez y aller. On a mis votre diapo. Donc, Merci, M. Touré, et bonjour à tout le monde. Aussi, j'en profite pour féliciter pour cette initiative, pour nous connecter à la technologie et nous permettre d'être dans 3 pays différents et de pouvoir communiquer et échanger. Très bonne approche. Je m'en vais, donc à la suite de Fatou, que je reconnais, je m'en vais vous parler également du contenu du plan national d'adaptation pêche que l'USAID comme fiche a soutenu à l'endroit du ministère en charge de la pêche. Donc, et le ministère de l'Environnement a accompagné le processus donc, de façon technique. Donc, c'est une présentation qui aurait dû être faite par le ministère de la Pêche. Donc, je tiens à le rappeler. Mais c'est avec plaisir que nous partageons ce document auquel nous avons été fortement impliqués.
Je vais vous parler bien sûr du contexte. La pêche qui a été tenue quand même comme un des secteurs les plus exposés au changement climatique de par son rôle sur le plan économique et sur le plan social. On peut parler du profil hydroclimatique du secteur de la pêche, les risques, donc tout ce qui est menace climatique et les propositions de stratégies et mesures d'adaptation de la pêche. Et une feuille de route qui a été déclinée avec le ministère de la Pêche pour la mise en œuvre de ces stratégies. Vous pouvez passer. Allez-y. Prochain écran. Oui. Donc, le contexte, donc, comme vous le voyez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, nous sommes tous, nous mangeons beaucoup de poissons. Nous avons 700 km de côte. Hein, donc, on a environ plus de 600 000 emplois directs et indirects qui sont créés par la pêche. Hein, c'est devenu, en dehors de l'agriculture, vraiment le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois. Le Sénégal, la sécurité alimentaire, la ressource protéinique est fortement le poisson. Donc, une consommation de plus de 26 kilos par habitant et par an. Donc, plus de la moyenne mondiale. Donc, c'est le poisson est l'élément essentiel du plan national. Le secteur contribue à 1,8% du PIB national. C'est un secteur quand même fortement, comme je disais tout à l'heure, social. Il y a beaucoup d'activités de type traditionnel autour de la pêche. Pour la balance commerciale, ce secteur est le premier secteur d'exportation du Sénégal. Donc, en 1915, on n'a pas mis à jour, mais on était vers environ 200 milliards de francs CFA de contribution de la pêche à la balance commerciale du Sénégal. Il contribue fortement au budget de l'État, hein, donc à travers les accords de pêche, mais également aussi, comme je l'ai dit, à travers, comme étant comme première source de ressources alimentaires nationales. Hein, donc, je ne donne pas les chiffres, vous les voyez. Prochain, s'il vous plaît. Prochain. Donc, comme je l'ai dit, environ plus de 600 000 emplois générés. Nous avons aussi la pêche maritime le long de la côte et nous avons aussi ce qu'on appelle la pêche continentale. Mais bon, cette pêche continentale a du mal hein, comparé à la pêche maritime. Elle ne concerne que 30 000 à 40 000 personnes. Ce sont vraiment les zones de lagunes. On n'a pas des lagunes totalement, c'est des lacs qu'on a, hein, des étangs d'eau où se passe cette pêche continentale. Et cela est dû au fait que bon, on a quand même des limites, des aléas pluviométriques, donc on a des stocks d'eau moins importantes au cours de l'année. Et aussi parce qu'il y a une mauvaise gestion des pratiques d'exploitation. Suivant. L'aquaculture au niveau national est en train quand même de connaître un développement. Je vais y revenir plus tard. Dans le slide que vous avez devant vous, c'est juste pour démontrer vraiment l'importance du potentiel halieutique au Sénégal. C'est un pilier, comme je l'ai déjà dit, de l'économie. Et dans le plan Sénégal émergent, donc dans l'axe du plan Sénégal, la question de la pêche est une question prise en charge. Et il est demandé d'avoir quand même un renforcement des activités halieutiques et aquacoles. Également de la stratégie nationale de développement économique et social, la pêche aussi apparaît comme moteur de l'économie nationale. Donc, c'est un secteur fortement important. Donc, cette pêche connaît des grands problèmes. Hein, donc, suivant. Les facteurs liés au problème de la pêche, vous les avez devant vous. Hein, bon, il y a une forte surexploitation, hein, donc quand même, il y a une forte pression sur la ressource.
il y a quand même peut-être un manque de cogestion. Hein, c'est peut-être un secteur à davantage organisé. Il y a beaucoup de destruction des habitats, notamment les aires de mangroves, hein, ce qu'on appelle les zones de frayère. Mais aussi, il y a la question des changements climatiques qui commence à être une question qui touche la pêche. Et cela fait qu'avec l'USAID comme fiche, donc il a été jugé important, en collaboration avec le ministère de la Pêche, de faire cette première NAPS du Sénégal sur le secteur de la pêche. Suivant. Suivant. Donc, en dehors du changement climatique, il y a une bonne responsabilité de la gestion de la ressource, donc ce qu'on appelle la question anthropique, qui fait que la pêche aussi connaît les problèmes que l'on connaît au Sénégal actuellement. C'est pour cela donc il faut mieux améliorer la gestion de la ressource et voir comment un NAPS, donc pêche, pourrait permettre de mieux préserver cette ressource au cours du temps. Suivant. Ça, c'est pour donner un peu les différentes informations scientifiques qui font le lien entre la pêche et les changements climatiques, la question de la température. Donc là, vous avez le modèle RCP4 qui a été utilisé. C'est le scénario avec une température, avec un objectif de 4 degrés d'augmentation de la température. On se rend compte, c'est des mesures qui ont été faites. Hein, et je tiens à dire quand même, l'étude a été faite par des experts nationaux. Hein, et ça, je tiens à le relever. Il y a eu une équipe dirigée par un chercheur de la pêche, hein, Pape Samba Diouf, qui a eu aussi à coordonner une grande ONG, notamment WWF, hein, au niveau national. Mais en tout cas, c'est le grand spécialiste de la pêche qui a conduit avec une équipe ces études. Hein. Et vraiment, ils ont eu à montrer quand même la température, l'impact de la température, de l'élévation de la température sur les ressources. C'est vrai qu'il fait de plus en plus chaud et notre côte est de plus en plus, à cause de cette hausse de température, il y a une certaine surchauffe. La question de la salinité également, donc une forte notation d'une augmentation de la salinité. Donc avec des études bien sûr des experts. Et une analyse a été faite aussi sur l'évolution du upwelling, hein, donc au cours du temps. Bon, c'est moins maîtrisé et c'est toujours en suivi. Je tiens à rappeler qu'il y a un programme qu'on appelle le CCLME, qui est un programme régional africain sur les courants du Canari, qui est en train quand même de démontrer qu'il y a une affectation des paramètres climatiques, notamment la température et la salinité, sur les mouvements et aussi les vents, hein, les courants marins, sur les mouvements des courants marins, notamment le upwelling. Et le Sénégal était réputé être une zone de upwelling, mais la tendance est un glissement de ces upwelling avec la question climatique. Là, donc, vous avez un peu aussi sur le milieu continental, hein, pour revenir sur la pêche continentale qui est impactée par le climat, du fait de la faiblesse, de la hausse des températures, donc une forte évapotranspiration. Et vous avez les différentes zones, régions du Sénégal, Podor, Dakar, Tamba, Ziguinchor, qui démontrent réellement cette hausse de la température. Allez-y. Cette hausse de la température, vous la corrélez avec la baisse pluviométrique. Prochain. La baisse pluviométrique, on peut se douter qu'on a de moins en moins donc, de mares, de temps assez pérennes pour nous permettre de soutenir la pêche continentale. Suivant. Donc, avec tous ces constats et au regard du fait que la pêche est un des premiers pourvoyeurs financiers du budget sénégalais, donc, et l'appui de l'USAID, nous avons quand même développé ce processus.
Je pense que Fatou vous a fait un peu le point des différentes étapes sur l'organisation, comment on y allait vraiment avec ce système de bottom-up pour impliquer réellement les CPLA, les CPLA. Donc, ce sont les comités locaux pêche, adaptation, artisanale. Donc, c'est les comités qui existaient déjà et on s'est basé là-dessus pour les renforcer en connaissance, en capacité sur la question de l'adaptation pour faire vraiment l'identification avec eux de leur niveau de vulnérabilité du secteur et faire ce croisement pour faire les options. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, beaucoup d'activités à un niveau local, au niveau régional, des tournées qui ont été faites. Suivant. Donc, à l'issue de ça, bon, on a identifié les menaces majeures, notamment le fait qu'il y a une diminution du stock, mais également une migration des stocks. Il y a des études, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont démontré qu'il y avait des migrations de certaines espèces. D'autres aussi, de nouvelles espèces sont en train d'apparaître qu'on ne connaissait pas. Donc, ça veut dire que les paramètres écosystémiques sont en train de changer. Il y a un poisson qu'on dit la sardinelle qui est en train vraiment d'aller vers le Maroc parce qu'il fait de plus en plus chaud sur nos côtes sénégalaises, donc la température des eaux est de plus en plus élevée. Et les Sénégalais aiment bien la sardinelle parce qu'il y a plein de plats qu'on fait avec. Donc, et ça crée aussi des conflits, je tiens à le dire, parce que nos pêcheurs ont tendance à aller chercher ce poisson et avoir des problèmes avec la Mauritanie. Ça crée quand même pas mal de conflits entre les pays, même vers la Guinée aussi, on a quelques problèmes avec ça. Donc aussi, avec cette migration, donc les risques de conflits qui gèrent. Donc aussi, comme on l'a dit, les pertes massives d'emplois, on le voit de plus en plus. On voit des jeunes qui vont chercher ailleurs, c'est l'immigration clandestine. Et beaucoup de ces jeunes sont des anciens pêcheurs. La sécurité alimentaire, comme on l'a dit, ça va vraiment détériorer la situation sanitaire et alimentaire. Si le poisson n'est plus au Sénégal, je ne sais pas comment on va faire. Et puis, bon, avec aussi la question climatique, c'est les événements extrêmes aussi qu'on connaît sur notre côte et beaucoup de pertes en mer parce que les pêcheurs subissent des phénomènes de houle, de dynamique océanique non maîtrisés. Bon, c'est vrai qu'il y a un accompagnement qui est fait avec l'USAID pour réduire tous ces impacts et ces pertes en vie humaine. Donc, à la suite quand même de ce croisement, vulnérabilité, des vulnérabilités de l'écosystème, vulnérabilité des populations, et il y a eu quand même ce qu'on appelle une priorisation qui a été faite. Cette priorisation aussi a été faite avec l'accompagnement d'universitaires, notamment des chercheurs qui travaillent également sur les questions d'adaptation. Nous avons défini tous ensemble, avec bien sûr l'implication du Comité national changement climatique, les différents critères, vraiment travailler avec le secteur de la pêche pour identifier ces critères, pondérer ces critères et vraiment arriver à 4 critères majeurs pour faire la hiérarchisation. Le 5e critère étant bien sûr le coût. Donc la question de l'urgence de l'action, la question de la durabilité de l'action, l'impact socio-économique, la pertinence par rapport à la question climatique, et bien sûr les coûts qui viennent un peu nous permettre de faire le choix le plus optimal. Suivant. Donc, vous avez un tableau qui regroupe un peu l'ensemble des mesures les plus importants, majeures, d'adaptation.
avec la pêche. Je tiens à dire vraiment qu'il y a eu un travail avec les ministères de la pêche, le département de planification, le département de, en tout cas les socio-économiques de la pêche, pour vraiment arriver à cet exercice de pondération. Et donc, on a mis en avant vraiment comme première action les plans d'aménagement et de gestion de pêcheries. Hein. Tout ce qui est aussi développement de la pêche continentale. Donc, on est en train aussi au niveau national de se dire que, bon, la pêche maritime, vu qu'on ne peut pas arrêter les poissons, ils migrent avec les risques qu'on connaît, de conflits transfrontaliers. Il faudrait aussi qu'on essaie d'avoir une pêche locale, continentale, notamment avec la promotion de l'aquaculture, qu'il faudra voir comment le développer. Travaille beaucoup sur la recherche, hein, qui va aussi accompagner l'aquaculture. Donc là, vous avez, à partir de ces 29 mesures identifiées, il a été aussi retenu de mettre en place une feuille de route avec comme objectif vraiment d'arriver à l'exécution et la mise en œuvre de ces options, jugées totalement prioritaires. Je tiens à dire que USAID Comfish a beaucoup appuyé ce processus et continue à appuyer le ministère de la Pêche, le Comité national changement climatique pour une réelle intégration de la question climatique dans la politique de la pêche. Et je tiens aussi à dire qu'il y a la lettre de politique sectorielle de la pêche qui a été une des premières lettres de politique à intégrer la question du changement climatique. Il y a eu de plus en plus, le ministère de la Pêche participe avec nous aux conférences des parties et sont présents donc, dans les négociations avec le ministère de l'Environnement. Et cela démontre réellement une forte appropriation de la question climatique par ce ministère. Et actuellement, la pêche a eu un accompagnement par USAID pour former sur les questions de finances climatiques. Je pense que c'est des choses importantes. Et également pour soutenir, pour renforcer les capacités donc, de la plateforme pêche, qui est une plateforme nationale, mais davantage renforcer le secteur de la pêche pour qu'il y ait une forte mise en œuvre du NAPS pêche. Je tiens à dire que le NAPS pêche va être une partie intégrante du NAPS global du Sénégal. Hein, donc, et que la pêche a montré la voie aux autres secteurs. Et aussi, elle va montrer la voie pour ce qu'on appelle déjà une mainstreaming, une intégration dans la budgétisation au niveau avec le ministère de l'Économie et des Finances, la question du climat dans un secteur déjà précis. Je pense que je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y a, c'est la feuille de route qui est en train de se dérouler. En tout cas, ce qu'on peut retenir, hein, c'est une réalité. Elle est vécue réellement par les populations. Ils ont totalement tout ce processus, comme l'a dit Fatou, pris en main. C'est fortement, l'appropriation est faite. Maintenant, il faut réellement passer à la phase active, la mise en œuvre des projets, augmenter la résilience des écosystèmes et des communautés, favoriser ce qu'on appelle la gouvernance de la ressource. Et j'avoue que si tout ça est fait quand même, on s'est rendu compte que toutes ces mesures, c'était totalement gagnant-gagnant. Hein, et que vraiment, avec 3% hein, de budgétisation additionnelle, on pourrait réellement faire de la pêche et continuer à faire de la pêche au Sénégal, le moteur de l'économie, en plus de l'agriculture. C'est fini? Merci. Merci. Merci beaucoup, Madeleine. Yo, merci, Madeleine. Tu peux maintenant, s'il te plaît, couper ton micro, comme ça nous allons continuer le webinaire. En tout cas, en fait, on peut retenir que en fait, votre présentation était très intéressante et ça nous a permis un peu de repasser tout le processus qui a été fait, de voir un peu aussi les aspects scientifiques qui nous ont permis un peu de pouvoir élaborer ce PNA-là.
et aussi l'implication de la recherche à travers les centres de recherche scientifiques qui sont ici au niveau national. Et par la suite, vous avez terminé par le mainstreaming, l'intégration des changements climatiques dans les politiques de développement. Et à titre d'exemple, vous avez donné la lettre de politique sectorielle de développement de la pêche, qui est quand même le premier document au niveau sectoriel à intégrer les changements climatiques. Et la collaboration qui existe entre le ministère de la Pêche et le ministère de l'Environnement. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Kuka Wetraogo, qui est au niveau du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, et plus précisément au niveau du secrétariat permanent de la Convention nationale pour le développement durable au niveau du Burkina. Monsieur Wetraogo, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour nous présenter le PMA du Burkina Faso, M. Wetraogo. Alors, merci bien, chers organisateurs. Nous vous remercions sincèrement de l'opportunité qui nous est donnée de faire la présentation du processus d'élaboration du plan national d'adaptation du Burkina, qui est présenté par moi-même. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable et donc dans le volet changement climatique. Et nous avons largement contribué à l'élaboration de ce document qui a duré 4-5 ans, de 2011-2012 jusqu'à son adoption en 2015, en septembre 2015 exactement. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, donc je viens de présenter mon identité, la présentation du Burkina, et diapo s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'était ma présentation. Voilà, le nom de Burkina Faso, je vous donne juste un aperçu. C'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest et qui a une superficie de 274 200 km² exactement. Une population aujourd'hui qui avoisine les 18 500 000. Une économie basée sur le secteur primaire, donc très vulnérable au changement climatique. Et en 2016, nous classé au 185e pays en termes du PIB. Et le climat est de type tropical avec 2 saisons sèches et 3 grandes zones climatiques. On peut passer. Voilà. Alors, donc, nous allons maintenant rentrer dans le processus d'élaboration du plan national d'adaptation. Alors, le plan national d'adaptation est caractérisé d'abord par sa vision, qui dit que le Burkina gère plus efficacement son développement économique et social grâce à la mise en œuvre des mécanismes de planification et des mesures qui prennent en compte la résilience et l'adaptation au changement climatique à l'horizon 2050. On a aussi défini 6 objectifs, mais je dirais simplement les 3 grands objectifs. C'est de protéger les piliers de la croissance accélérée, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie, des infrastructures et de l'énergie. Alors, il faut dire que lors des travaux de vulnérabilité, voilà les secteurs qui ont été les plus identifiés comme étant les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Il y a aussi la préservation des ressources en eau et l'amélioration de l'accès à l'assainissement, protéger les personnes et les biens contre les événements climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles. Et là, il faut dire qu'on en a déjà connu dans notre pays. Et en 2009, nous avons connu la plus grande inondation, en tout cas au niveau de Ouagadougou. Et même cette année, avec les premières pluies, il y a 2 semaines, après une semaine, nous avons encore failli connaître la situation de 2009. Et il faut également protéger et améliorer surtout le fonctionnement des écosystèmes naturels et qui sont donc les bases de production dans un pays agricole comme le nôtre. Et enfin, il faut protéger et améliorer la santé des populations.
Donc voilà un peu les objectifs essentiels et la vision du plan national d'adaptation du Burkina Faso. Diapo. Voilà, merci. Alors, revenez sur bon. En tout cas, nous avions énuméré quatre grandes étapes. Il y a donc les éléments de la phase préparatoire qui concernent la conception et l'élaboration des plans, des programmes et des politiques en vue de remédier aux lacunes et de répondre aux besoins. Il y a les évaluations des besoins d'adaptation à moyen et à long terme et des cas échéants des besoins en matière de développement et de facteurs de vulnérabilité au climat. Il y a aussi qu'il faut prévoir des activités qui visent à intégrer l'adaptation au changement climatique dans la planification de notre développement et la planification sectorielle au niveau national et infranational. Et il faut également envisager des consultations multipartites de type participatif et éventuellement une communication, la sensibilisation et l'éducation des populations aux effets des changements climatiques et aux mesures d'adaptation. Il y a également la stratégie de mise en œuvre qui concerne donc la hiérarchisation des activités en fonction des besoins en matière de développement, de la vulnérabilité au changement climatique et des risques liés à ces changements. Il y a le renforcement des cadres institutionnels et réglementaires à l'appui de l'adaptation et il y a la formation et la coordination au niveau sectoriel et infranational. Il y a la diffusion d'informations sur les processus des plans nationaux d'adaptation qui vont être mises à la disposition du public et du secrétariat de la Convention. Et enfin, il y a la prise en compte d'autres cadres multilatéraux et les initiatives et programmes internationaux pertinents en vue qu'ils puissent prendre en compte donc, les changements climatiques. Et la dernière étape, c'est donc la notification, le suivi et l'examen. Il s'agit de corriger les facteurs d'inefficacité, de prendre en compte les résultats des nouvelles évaluations et des nouvelles connaissances scientifiques, de suivre et de passer en revue les activités des entreprises et fournir leur communication nationale des informations sur les progrès accomplis et l'efficacité du processus des plans nationaux d'adaptation. Diapo. Alors, l'élaboration donc du plan national d'adaptation a suivi une approche participative et inclusive à travers la tenue d'une série d'ateliers qui constituent à informer les acteurs sectoriels sur les processus d'élaboration du plan national d'adaptation, de recueillir leurs préoccupations pour la formulation du PNA, leur soumettre le projet de PNA pour validation. Il y a eu également la mise en place d'une équipe de 9 experts nationaux qui correspondent aux 9 domaines spécialisés et d'un expert senior qui a été chargé donc de la rédaction du PNA. Et la période d'élaboration et d'adoption a couru donc de novembre 2012 à septembre 2015, soit 3 années révolues. Alors il faut peut-être rappeler à l'occasion que le PNA du Burkina a été basé sur donc des PNA sectoriels, contrairement à ce que j'ai vu pour le Sénégal qui était basé sur des PNA locaux. Alors le contenu du PNA, et voilà, comme je le disais, il faut rappeler que le PNA du Burkina s'est attardé essentiellement sur des grands secteurs qui sont l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la santé, l'agriculture, les productions animales, les infrastructures et l'habitat, l'énergie et des questions transversales comme les genres et les associations féminines, les OSC, la sécurité en eau, etc. Voilà un peu les grands secteurs qui ont été concernés par le plan national d'adaptation du Burkina. Et il y avait aussi des options d'adaptation par secteur, et notamment la détermination des besoins à long terme, les domaines prioritaires d'adaptation, les plans d'action d'adaptation au changement climatique. Diapo. Il y a eu 5 axes stratégiques qui ont été proposés pour l'opérationnalisation du plan national d'adaptation du Burkina. L'axe 1, c'est le renforcement des capacités à long terme des cadres institutionnels impliqués dans l'adaptation au changement climatique. L'axe 2, c'est le renforcement des systèmes d'information. Nous avons estimé que pour que les gens prennent en compte la question du changement climatique, il faut développer un réseau, un système d'information efficace.
L'axe 3, c'était la mise en place des mécanismes financiers efficaces et durables. Parce que le nœud aussi du problème, c'est le financement de l'adaptation. L'axe 4, c'est la réduction de la vulnérabilité globale du pays au changement climatique. Et l'axe 5, c'est l'intégration systématique de l'adaptation au changement climatique dans les politiques et stratégies de développement. Et je crois que nous sommes là-dessus. Et c'est ainsi que, par exemple, dans les plans locaux de développement au niveau des communes et au niveau des régions, nous travaillons donc à intégrer donc, la thématique des changements climatiques. Alors là, nous avons fait un point sur le coût de l'adaptation. Et comme vous le voyez, il se chiffre à 3 853 milliards environ. Et c'est l'agriculture qui est le plus grand, qui prend le gros lot, avec 1313 milliards, suivi donc de l'énergie, 1126 milliards, et le secteur en eau, la sécurité en eau, qui n'était pas un secteur en lui-même, mais qu'on avait estimé un secteur transversal. Si vous voyez les 5 secteurs que nous avons définis, il n'y avait pas la sécurité en eau spécifiquement. Mais dans le document global, nous avons pris en compte le secteur de l'eau et qui prend en compte, qui se chiffre à également autour de 101 milliards 75 millions de francs CFA. Donc voilà globalement le coût de l'adaptation au changement climatique au niveau du Burkina à l'horizon 2030-2050. Diapo. Voilà. Maintenant, le contenu toujours, il y a la mise en œuvre du plan. Alors là, on a pris en compte la mobilisation des ressources techniques et financières. C'est également un aspect extrêmement important, comme je l'ai dit précédemment. Et là, ça se base sur le budget national. On compte d'abord prioritairement sur le budget national. Donc la contribution des partenaires bilatéraux traditionnels et émergents, la contribution des partenaires multilatéraux traditionnels et émergents, les fondations internationales et le secteur privé. C'est extrêmement important. Et comme nous avons un boom minier dans notre pays, nous avons essentiellement ciblé les compagnies minières et les sociétés qui travaillent dans les domaines des énergies renouvelables et non renouvelables. Et enfin, il y a des réseaux d'ONG, des associations, etc. Ensuite, il y a les dispositifs institutionnels de mise en œuvre du plan. Alors, à l'intérieur, vous avez des organes et des instances, des cadres institutionnels, une stratégie de communication et la recherche et développement du dispositif de suivi et évaluation. Voilà un peu le contenu donc, de notre PNA. Alors, en conclusion, nous dirons qu'au-delà des conditions climatiques défavorables que le pays connaît, des solutions existent quand même pour permettre aux Burkina d'évoluer vers un développement durable. Les études réalisées dans le cadre de la formulation du PNA ont indiqué plutôt que l'environnement et les ressources naturelles, l'énergie, l'agriculture, les productions animales, la santé, les infrastructures et l'habitat sont les secteurs les plus vulnérables au changement climatique à moyen et surtout à long terme. Alors, on note également la volonté technique qui est à saluer à travers donc, tout le processus que nous avons suivi. On note également l'appropriation et l'action politique à travers la recherche des financements, qui constitue donc un grand défi. En tout cas, le pays, les autorités s'impliquent beaucoup pour donc, aider à mobiliser les ressources pour financer l'adaptation. Il y a la mise en œuvre donc, du plan qui relève de la responsabilité de tous les acteurs, notamment l'État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, le privé, les PTF, etc. Et il y a des dispositions prises au niveau international qui pourraient faciliter l'accès aux fonds, aux différents fonds, pour la mise en œuvre donc, de notre plan. Et enfin, il y a un appel à l'engagement pour la cause des populations pauvres et vulnérables face aux effets dévastateurs donc, des changements climatiques que nous connaissons de plus en plus. Je pense que nous sommes au terme donc, de notre présentation et nous nous prêterons aux questions éventuelles que vous aurez pour mieux comprendre donc, notre plan national d'adaptation. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, M. Ouedraogo. Je pense que vous avez fait une présentation assez claire du PNA du Burkina Faso. Et nous avons quand même retenu un certain nombre d'informations.
Et comme vous l'avez dit, c'est un PNA qui concerne au bas 6 secteurs et des secteurs transversaux. Donc, parmi ces secteurs, il y a l'environnement, la santé, l'agriculture, la production animale, les infrastructures, l'énergie. Et comme vous l'avez bien expliqué dans la budgétisation qui a été faite de ce PNA-là, il y a le secteur de l'eau qui est un secteur quand même assez transversal. Pendant votre présentation, nous avons eu à recueillir un certain nombre de questions que nous allons vous passer tout à l'heure. Maintenant, pour poursuivre le webinaire, je vais inviter les présentateurs à répondre aux questions qui étaient posées. Donc, je vais principalement commencer par la question qui a été posée à Madame Thiaw et qui concerne le processus d'élaboration du PNA pêche. Donc, la question, elle est la suivante. C'est bien l'expérience du projet financé par l'USAID, mais la question est de savoir comment toutes les activités ont été intégrées dans les planifications financières. Est-ce que les budgets locaux les ont intégrés et si des mesures de durabilité sont envisagées par ces collectivités pour la relève à la fin du projet. Donc, c'est une question que je laisse Madame Thiaw répondre. Je vais répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Donc, M. Touré, je remercie également les présentateurs. Concernant la question sur l'intégration de ces activités dans la planification financière, oui, cette intégration a été faite aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Par exemple, au niveau local, nous avons tenu également des rencontres de priorisation, de planification et de budgétisation où les différentes collectivités locales ont été impliquées. Les différentes autorités administratives locales telles que le préfet, mais également les différents bailleurs et projets ONG qui interviennent dans ces localités. Donc, à travers la question de durabilité, je peux dire que oui, c'est déjà acquis parce que concernant les conseils locaux de pêche artisanale qui sont la porte d'entrée du projet et qui sont également les organes de gouvernance au niveau local pour la pêche, le projet a appuyé ces acteurs à mettre en place un dispositif d'autonomisation financière. Et si nous prenons certaines activités telles que les activités qui sont relatives à la sécurité en mer, par exemple, certains acteurs prennent en charge ces activités régaliennes dans le budget. Donc, au niveau local, les CLPA, ils ont des planifications annuelles qu'ils peuvent financer parce qu'il y a un budget que l'État les attribue à travers les permis de pêche. Donc, ça, c'est un niveau de durabilité. Il y a également un autre niveau de durabilité à travers les autres ONG et partenaires techniques qui sont présents dans la localité. Et par exemple, je peux citer le cas de Saint-Louis, où à travers la planification qui a été faite dans le cadre du plan local d'adaptation, en impliquant toutes les parties prenantes. Donc, il y a Cosmos Energy qui a pu financer certaines activités et qui va continuer à financer certaines activités. Ça également, c'est un niveau de durabilité que nous pouvons également citer. Pour le niveau, ça c'est pour le niveau local, il y a également les AMP, donc le projet a accompagné certains AMP, mais ces activités peuvent être continuées avec le CLPA, avec les ressources qu'elles ont à travers le système de collecte de fonds internes qui se font à travers ces conseils locaux de pêche artisanale. Pour le niveau national également, le même dispositif a été utilisé, donc à travers le processus d'élaboration des PAN. Donc, des rencontres de planification, de budgétisation ont été faites pour un peu permettre à la mise en œuvre des actions d'adaptation qui ont été identifiées dans le PAN. Et ceci également... Bon, merci beaucoup, Madame Thiaw. Bon, maintenant, je vais peut-être prendre une deuxième question qui est adressée à Madame Madeleine Diouf-Sarr. Et la question est la suivante. Dans la feuille de route qui a été présentée
l'intégration du PNA pêche dans le budget général de l'État se fera de 2016 à 2035. Donc, à quand alors la mise en œuvre si l'intégration se fait jusqu'en 2035? La deuxième question, Madeleine, à laquelle vous pourrez aussi répondre, c'est quelle est la place du genre dans le PNA pêche? Madeleine, donc vous avez la parole, vous pouvez directement répondre, s'il vous plaît. Merci, donc, ok. Mon email, là, c'est pas bon. C'est rose, le F est oublié. D'accord, merci, c'est bien noté. Les deux questions, 2016-2035, c'est l'horizon de la mise en œuvre du PSE. Donc, nous exécutons effectivement les mesures d'adaptation. Et dans l'intégration, je mets l'exécution. Donc, c'est ma première réponse. Donc, il y a une planification qui a été faite avec le PRENA, qui est un programme de planification. Et donc, nous faisons aussi de l'intégration, de la mise en œuvre en même temps, hein, donc sur l'horizon 2006-2035. Et je tiens à dire aussi, on a une dynamique et on n'est pas statique, hein, donc on apprend dans la mise en œuvre. Et ce que l'autre est en train de dire, Fatou, qui dit déjà qu'il y a des activités exécutées avec d'autres partenaires, je pense aussi que c'est bon de les noter parce qu'ils vont faire partie du système de suivi de mise en œuvre du NAPS pêche. L'autre question, le genre. Bon, les genres, je pense qu'il faut demander à l'autre de répondre, à Fatou, parce que moi, je n'ai pas trop suivi. Je sais qu'ils ont fait, USAID a vraiment pris en charge la question genre dans ce qu'on faisait, mais j'avoue que c'est une lacune que nous avons notée, hein, dans notre processus. Et récemment, avec le GIZ, il y a eu un appui pour voir comment de plus en plus prendre en charge la question du genre dans les changements climatiques et dans ce que nous sommes en train de faire, notamment le NAPS. Et je crois que nous avons beaucoup appris. Et je suis sûre que le genre, spécifiquement, la prise en charge de la vulnérabilité de la femme, mais de la prise en charge des personnes vulnérables est quelque chose qu'il faudra qu'on suive mieux et qu'on intègre mieux dans le processus PNA. C'est la leçon que j'ai apprise. Mais concernant le projet NAPS Pêche, je pense que Fatou ou Madame Diouf Hadi peuvent répondre rapidement. Merci. Merci beaucoup, Madeleine. Je pense qu'on va revenir vers vous parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Et comme vous l'avez suggéré, nous allons laisser le soin à Madame Fatou Diaw de revenir un peu sur la question du genre, qui est quand même assez important. Madame Diaw, vous avez la parole. Merci. Oui, concernant la question de l'intégration du genre dans le processus NAPS, oui, la question du genre a été intégrée et nous, dans le cadre des actions que nous menons au niveau local, étant donné qu'il n'y a pas de décloisonnement entre la mise en œuvre des plans locaux d'adaptation et le plan national d'adaptation. Nous, dans le cadre de la mise en œuvre des 6 plans locaux d'adaptation que nous avons appuyés au niveau local. Donc, il y a cette question de genre qui est bien huilée dans ces plans locaux d'adaptation. Et il y a beaucoup d'activités qui sont menées par le projet pour un peu accompagner. Ici, nous, quand nous parlons de genre, nous faisons un peu l'accent sur les femmes. Donc, comme nous le savons, dans le secteur de la pêche, les femmes occupent également une place très importante dans le sous-secteur de la transformation artisanale. Et le projet également les appuie pour un peu améliorer leur résilience aux effets du changement climatique, étant donné qu'ils utilisent des moyens qui sont rudimentaires. Et puis, les sites de transformation également sont très vulnérables à l'élévation du niveau de la mer, mais également que ces femmes travaillent dans des conditions très, très difficiles. Et pour pallier à ça, le projet a mené toute une stratégie visant à améliorer aussi bien leurs moyens de production, leurs conditions environnementales, mais également à améliorer leur niveau de revenus et leurs conditions socio-économiques. Parce que pour être résilient, il y a des facteurs tels que le facteur social, le facteur économique, mais également le facteur environnemental, donc qui doivent être un peu améliorés. Et le projet a un peu travaillé sur ces axes-là. Et comme le disait tantôt Madeleine, donc tous ces aspects pourront être comptabilisés dans le cadre de la mise en œuvre du PNA. Et
Et c'est dans cette perspective que nous sommes en train de créer des plateformes locales pour le changement climatique, où tous ces aspects sont en train d'être pris en compte, mais tous ces aspects de mise en œuvre vont être capitalisés plus tard dans les activités qui ont été prioritisées au niveau national, telles que l'appui également à l'amélioration des revenus des acteurs. Et tous ces acteurs, il y a les femmes qui occupent une place très importante. Donc, c'est ce que je pourrais apporter comme clarification sur cette question. Merci beaucoup. Merci, Madame Diaw. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Kouka Ouedraogo, qui nous a fait la présentation sur le Burkina Faso. Je pense que nous avons deux questions assez importantes. La première, Monsieur Ouedraogo, c'est qu'en fait, quelles sont les difficultés rencontrées et quelles ont été les solutions apportées pour leur résolution? La deuxième question, c'est quel est l'horizon du PNA du Burkina Faso? Donc, voilà les deux questions qui vous sont adressées, M. Ouedraogo. Vous avez la parole. Merci bien. Alors, je commencerai peut-être par la dernière question. Quel est l'horizon du plan national d'adaptation du Burkina? Et il est prévu jusqu'en 2030, avec la possibilité de le réviser tous les 5 ans. Alors donc, ce que nous avons fait en 2015 pour 15 ans, mais tous les 5 ans, on sera amené à les réviser. Parce que la situation, aussi bien économique, climatique, environnementale, vont évoluer. Alors, il va falloir en tenir compte au fur et à mesure que nous avançons. Et tirer donc des leçons, et quelles sont les leçons apprises, quelles sont les améliorations que nous pouvons apporter. Donc, l'horizon, c'est 2030, avec la possibilité de révision tous les 5 ans. Alors maintenant, pour ce qui est des difficultés, la première question, bon, en la matière, ça ne peut pas manquer. Vous savez, un travail qui a duré 3 ans, alors il y a toutes sortes de difficultés. Alors, une des difficultés, c'est d'abord la question donc, des données scientifiques. Vous savez que dans nos pays, on n'est pas très avancé donc, en matière de données climatiques, données météorologiques, si le long terme. Alors que pour les études donc, qui vont contribuer à élaborer donc, le plan, il aurait fallu donc faire un travail à ce niveau-là. Alors, ce travail a été difficile et finalement, nous avons mis à contribution l'Université de Ouagadougou pour essayer donc de nous créer les données. Et parce que naturellement, comme ça, les données n'existaient pas. Donc, ça a eu un coût et ça a pris un peu de temps. Ça, c'était peut-être la première difficulté. La deuxième difficulté est peut-être d'ordre institutionnel et notamment dans la mobilisation des autres secteurs. Alors, contrairement à ce que j'ai vu au Sénégal, où ils ont fait des secteurs, des plans locaux, nous sommes allés donc sur des plans sectoriels. Et pour mobiliser les différents secteurs à s'embarquer dans notre dynamique, ça n'a pas été une chose facile. Il a fallu prendre beaucoup de temps pour sensibiliser, pour donc expliquer et également pour surtout que ces gens-là contribuent à donner le maximum d'informations pour l'élaboration du plan. Alors donc voilà peut-être les principales difficultés naturellement. Et les aspects financiers également ont été une difficulté. Un travail qui dure 3 ans, nous avions l'accompagnement du Japon, mais à un moment donné, nous avons été amenés aussi à faire appel à d'autres partenaires pour boucler donc le travail, parce que l'accompagnement du Japon était dans une durée, mais vu le temps que nous avons pris pour élaborer le plan, il nous a fallu aussi faire appel à d'autres partenaires, et notamment au niveau national, le partenariat national de l'eau, surtout pour la prise en compte de l'eau dans le plan national d'adaptation. Et ils ont vraiment travaillé à donner les moyens pour que des spécialistes également prennent en compte cette question. Et c'est pourquoi, donc, si vous avez le document de Burkina, vous verrez que le secteur eau n'a pas été oublié, même s'il a été pris comme un secteur transversal. Transversal parce que nous estimons que ce soit dans l'agriculture, dans les ressources animales ou dans l'environnement, nous parlons également de l'eau. Donc, c'est pourquoi, dans notre PNA, nous avons estimé que ça pouvait constituer un secteur transversal. Donc, voilà globalement ce que je peux dire comme difficulté.
Bon, à moins qu'il y ait toujours des compléments d'information nécessaires, je suis prêt à vous les apporter. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Je voudrais un peu revenir sur le webinaire en tant que tel. Je pense que nous avons beaucoup de questions qui ont été posées. Il faut dire que nous avons noté toutes les questions et que nous allons y répondre question par question avec les présentateurs. Il se trouve que le temps ne nous permet pas de continuer encore la discussion, mais on va vous revenir par rapport aux prochaines étapes. Et il faut dire que ce webinaire a été enregistré en direct. On a toutes les présentations et toutes les réponses à certaines questions qui ont été posées. Et ce sera mis sur le site de l'AUF, sur le site de l'IFDD et aussi très prochainement sur le site de adaptationcommunity.net. Et à la suite de cela, nous allons partager avec vous les présentations. Nous allons vous les envoyer sous peu. Et aussi, nous allons aussi prendre le soin de répondre à toutes les questions et de partager ça aussi avec vous. Et il vous sera aussi transmis une fiche d'évaluation de ce premier webinaire-là et je vous exhorte, s'il vous plaît, à nous envoyer vos réponses le plus rapidement possible pour nous permettre un peu d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Parce que dans la perspective de série de webinaires, nous avons prévu en octobre de vous présenter le prochain webinaire qui va porter sur la présentation du fonctionnement de structure nationale du climat et nous allons prendre 2 cas d'entités nationales qui sont déjà mis en place et fonctionnelles, comme nous l'avons fait pour le PNA sectoriel du Sénégal et le PNA du Burkina Faso. Nous allons prendre 2 exemples que nous allons partager avec vous et nous allons renforcer la discussion. Et nous allons vous revenir par rapport à ce prochain webinaire qui va se tenir au mois d'octobre. Je tiens à vous remercier, à remercier tous les présentateurs et nous remercions aussi tous les participants. Nous remercions au passage Madame Nele Bunner, qui est la chargée du projet PAS-PNA. Et aussi, nous restons en contact, voilà nos contacts. Vous pouvez nous écrire, échanger avec nous, donner vos appréciations, vos contributions, vos questions pour améliorer cela. C'est une série de webinaires qui va se dérouler sur 10 mois jusqu'au mois de mai 2019 et nous vous remercions très franchement pour votre aimable participation. À très bientôt.